les pays de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe l'ont compris. La communauté économique européenne tend une main fraternelle au peuple de l'Europe centrale. L'URSS lance un cri à la solidarité européenne. Chers frères africains, qu'attendons-nous? Nous qui sommes liés par une tradition séculaire, le développement de nos pays ne peut plus se concevoir dans le cadre restreint de nos micro-États. Nous devons concevoir désormais le développement dans un espace géopolitique panafricain. C'est justement pour cette raison que vous avez tenu à mettre un accent particulier sur la nécessaire coopération régionale et sous-régionale. Mais avant tout, le développement doit partir de nos propres efforts. Il importe donc d'accorder une place de choix au travail bien fait. Pour cela, nous avons décidé de revaloriser le travail et l'effort dans le respect absolu de la chose publique, seul gage d'une réussite certaine. Mais si ce faisant, nous avons marqué notre volonté de respecter le premier élément de notre devise. L'objectif que nous visons ne pourrait être atteint si nous ne développions une notion d'État fondée sur le respect des droits du citoyen, sur le respect de la liberté. 24 ans d'autoritarisme, de pouvoir personnel. 24 ans de dictature avec son cortège de violation des droits de l'homme qui se résume simplement 24 ans d'oppression. Mais cette oppression semble avoir pris ses racines dans la nuit des temps, pendant la période coloniale. Elle s'est concrétisée sérieusement le 13 janvier 1963, lorsque notre pays a inauguré le tout premier assassinat politique d'après les indépendances. Elle s'est développée timidement de 1963 à 1967 et s'est totalement épanouie à partir de cette date. Cette oppression a des visages multiformes. Confiscation de tous les pouvoirs et l'exercice sans partage par un seul homme devenu rapidement maître et Dieu, négation ou entrave à toutes les libertés fondamentales, confiscation de l'indépendance de la magistrature devenue un simple instrument de répression entre les mains de l'exécutif, spoliation, arrestation et détention arbitraire, torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, assassinats politiques, etc. Voilà, mesdames, messieurs, comment vous tous, ou presque tous, avez décrit les années que nous avons passées ensemble avec le régime en place. Nous croyons avoir été fidèles à vos pensées, car consigner tout ce qui a été dit dans ces pages serait difficile et nous donnerait l'impression de vouloir réveiller les douleurs, allant ainsi contre votre volonté de grand pardon, volonté que chacun a manifestée au cours de ses assises. Mais ce serait pour nous manquer à un devoir que de ne pas rappeler comment l'oppression s'est maintenue et développée, puisque vous l'avez vous-même précisé, elle s'est nourrie de silence et de l'inaction, pérennisée par la peur, une peur rapidement qualifiée de paix et qui nous a souvent obligés à chanter les louanges du Maître, même lorsque nous souffrons de ses agissements. Chers compatriotes, nous avons même été amenés à tourner souvent à la seconde joue en glorifiant l'oppresseur. Mais lorsque l'heure de la réconciliation a sonné, parce que désireux de rebâtir la nation sur de nouvelles bases, nous avons décidé d'accorder le pardon à nos frères égarés, que nous avons appelés à un repentir sincère, afin qu'ensemble nous fassions une réconciliation franche et véritable. Certes, le pardon n'exclut pas la réparation du préjudice subi, mais certes, le pardon n'exclut pas la réparation du préjudice subi, mais vous n'avez nullement fait de cette réparation une condition préalable à l'absolution. C'est là être un homme. Seulement, lorsqu'après des années de brimades, l'occasion nous a été donnée de révéler les uns aux autres ce que nous avons souffert, chacun de nous a poussé très fort le cri que voici, plus jamais ça. Oui, la terre de nos aïeux ne doit plus jamais connaître une pareille situation. Et comme cette litanie de violation des droits de l'homme n'est pas apparue comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, vous avez, au sein de la Commission des affaires politiques et des droits de l'homme et de la Commission constitutionnelle et des institutions politiques, procédé à une analyse minutieuse des causes du mal afin que nous puissions tourner définitivement le dos à cette situation. Cette analyse a révélé que bien que les diverses constitutions de 1960, 63 et 1980 aient formellement consacré l'état de droit au Togo en proclamant l'attachement de notre pays aux droits de l'homme,
et au respect des libertés publiques en instituant des garanties contre l'arbitraire, des mécanismes de soumission de l'État au droit et de protection des libertés, l'État de droit n'a existé qu'en théorie. Les violations constantes des textes constitutionnels ont été donc la cause essentielle du mépris des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce manque de respect à la Constitution marquera la vie politique de la nation dès l'indépendance, mais il sera exacerbé lorsque l'armée, outrepassant le rôle qui lui est dévolu en tant que défenseur de et nous donnerait l'impression de vouloir réveiller les douleurs, allant ainsi contre votre volonté de grand pardon, volonté que chacun a manifestée au cours de ses assises. Mais ce serait pour nous manquer à un devoir que de ne pas rappeler comment l'oppression s'est maintenue et développée, puisque vous l'avez vous-même précisé, elle s'est nourrie de silence et de l'inaction, pérennisée par la peur, une peur rapidement qualifiée de paix et qui nous a souvent obligés à chanter les louanges du Maître, même lorsque nous souffrons de ses agissements. Chers compatriotes, nous avons même été amenés à tourner souvent à la seconde joue en glorifiant l'oppresseur. Mais lorsque l'heure de la réconciliation a sonné, parce que désireux de rebâtir la nation sur de nouvelles bases, nous avons décidé d'accorder le pardon à nos frères égarés, que nous avons appelés à un repentir sincère, afin qu'ensemble nous fassions une réconciliation franche et véritable. Certes, le pardon n'exclut pas la réparation du préjudice subi, mais la réparation du préjudice subi, mais vous n'avez nullement fait de cette réparation une condition préalable à l'absolution. C'est là être un homme. Seulement, lorsqu'après des années de brimades, l'occasion nous a été donnée de révéler les uns aux autres ce que nous avons souffert, chacun de nous a poussé très fort le cri que voici, plus jamais ça. Oui, la terre de nos aïeux ne doit plus jamais connaître une pareille situation. Et comme cette litanie de violation des droits de l'homme n'est pas apparue comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, vous savez, au sein de la Commission des affaires politiques et des droits de l'homme et de la Commission constitutionnelle et des institutions politiques, procéder à une analyse minutieuse des causes du mal afin que nous puissions tourner définitivement le dos à cette situation. Cette analyse a révélé que bien que les diverses constitutions de 1960, 63 et 1980 aient formellement consacré l'état de droit au Togo en proclamant l'attachement de notre pays aux droits de l'homme et au respect des libertés publiques, en instituant des garanties contre l'arbitraire, des mécanismes de soumission de l'État au droit et de protection des libertés, l'état de droit n'a existé qu'en théorie. Les violations constantes des textes constitutionnels ont été donc la cause essentielle du mépris des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce manque de respect à la Constitution marquera la vie politique de la nation dès l'indépendance, mais il sera exacerbé lorsque l'armée, outrepassant le rôle qui lui est dévolu en tant que défenseur de l'intégrité territoriale de la nation, a fait irruption sur la scène politique nationale, entraînant le traumatisme du peuple par des actes conformes à ceux d'une police républicaine et d'une armée chargée d'assurer la protection du territoire national. D'une manière générale, le constat qui a été fait est que c'est surtout sous les régimes de parti unique, de fait ou de droit, que les droits de l'homme et les libertés publiques seront le plus bafoués. C'est pour cette raison que désormais le peuple togolais devra s'éloigner définitivement du monopartisme, de toute velléité monopartisane, se départir de toute idée d'homme providentiel ou d'exercice solitaire du pouvoir. Et parce que peuple jaloux de sa liberté, il devra, comme le disait Bill O'Varel, se tenir en garde contre les vertus mêmes des hommes qui occupent les postes éminents. C'est pour toutes ces raisons que la seule solution valable et durable pour notre pays est de créer, mais surtout de vivre un véritable état de droit. L'état de droit, c'est celui dans lequel les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont réellement séparés, chacun exerçant effectivement la tâche qui lui est dévolue. Dans cet état, les contre-pouvoirs que représentent le législatif et le judiciaire existent et leur fonctionnement permet de tempérer l'exécutif, de le modérer
que le canaliser pour l'empêcher de devenir oppressif. Nous voulons définitivement mettre fin au pouvoir sans contre-pouvoir, puisque nous avons fait l'expérience de l'abus auquel il peut mener. La démocratie que nous désirons doit développer tous les mécanismes d'autorégulation qui permettent aux institutions mises en place de se régénérer, de survivre aux crises et de se conformer aux diverses mutations de l'environnement politique. Ces mécanismes doivent également permettre aux tribunaux de mettre à néant les actes pris par l'exécutif lorsqu'ils s'avèrent illégaux et de contraindre l'administration à la réparation des préjudices occasionnés aux citoyens. C'est dire que l'administration et l'État doivent être soumis au droit et les textes législatifs ou réglementaires ne doivent plus constituer des articles de musée destinés à décorer l'apparence d'un régime et à donner l'illusion que les citoyens vivent un état de droit. Nos lois ne doivent plus constituer ces toiles d'araignée qui laissent passer les grosses mouches et retiennent les petites. Mais pour que nos textes et en particulier notre Constitution deviennent des réalités vivantes dont l'application est assurée et les violations sanctionnées, il nous faut un pouvoir judiciaire indépendant. C'est à cet effet que nous avons décidé d'accorder une attention particulière à la magistrature primée par le parti État, de la dépolitiser, de la soustraire à l'influence de l'État pour lui rendre sa totale indépendance. Ce faisant, le serviteur de Thémis doit devenir ce lion qui rugit et bondit à chaque fois qu'il est porté atteinte à la cause sacrée de la justice et de la liberté. Pour réaliser ces nobles objectifs et permettre à nos institutions judiciaires de connaître un plein épanouissement, les états généraux de la justice devront être rapidement convoqués. La justice va de pair avec les droits de l'homme et la protection des libertés. La nouvelle société telle que définie au cours de ces assises nationales doit permettre d'assurer le respect des libertés fondamentales, notamment les libertés religieuses, associatives, syndicales, la liberté de presse et de l'information, etc. Elle doit permettre aussi de garantir le respect des droits fondamentaux reconnus alors par les normes internationales et nationales. C'est dans ce ordre d'idée que la conférence nationale a, outre la décision de définir dans la Constitution les divers droits et libertés ainsi que leurs garanties, décider également la constitutionnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme, la création et la constitutionnalisation d'une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui aura pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. Cette haute autorité devra veiller à l'accès équitable des partis politiques aux moyens officiels d'information et de communication. Mais en attendant que la nouvelle constitution soit rédigée et adoptée, il a été décidé la création pour la période transitoire d'une commission ad hoc de la communication et de l'information qui devra jouer provisoirement ce rôle. L'exercice des diverses libertés ne doit cependant pas se faire au mépris des textes législatifs et réglementaires existants. Nous devons donc avoir chaque jour à l'esprit qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité et exercer par conséquent nos droits de manière responsable. L'état de droit pour nous, c'est aussi l'existence de plusieurs partis politiques véhiculant des idéologies différentes dont l'un ou certains exercent le pouvoir et d'autres constituent l'opposition. Cette dernière